Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. La France a accueilli jeudi une conférence internationale de soutien au Liban, une initiative du président Emmanuel Macron. 70 pays et organisations internationales étaient invités à Paris. Ils se sont engagés à mobiliser 1 milliard de dollars pour le Liban et son armée en pleine guerre entre Israël et le Hezbollah chiite. Bonjour Abbas Alabi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Liban, un secteur particulièrement éprouvé par cette guerre. On va évidemment en parler. Vous avez aussi été juge, professeur à l'Université Saint-Joseph, vice-président de la Commission nationale libanaise pour l'UNESCO. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur le dialogue islamo-chrétien au Liban. On y reviendra aussi. Mais d'abord, retour en images sur cette conférence à laquelle vous avez participé. C'est le chef de l'État français qui s'exprime et c'est notre instantané. Je veux ici vous redire notre soutien et que nous serons là dans l'urgence comme pour accompagner les Libanais dans la reconstruction d'un Liban libre, souverain, capable de faire prévaloir l'intérêt national sur les divisions qui le rongent. Sans doute est-il nécessaire pour cela que la guerre des autres, comme en parlait le grand Hassan Toueni, ne soit pas importé au Liban. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. Monsieur le ministre, une première réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On a le sentiment aujourd'hui que le Liban parvient à maintenir une certaine forme d'unité nationale. Selon vous, l'offensive menée par Israël contre le Hezbollah est-elle une menace pour la paix civile ? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir donné cette occasion d'être le seul invité de votre programme à la TV5 Monde. Ensuite, je dois adresser mes remerciements ainsi que les remerciements de tous les Français pour la France, de tous les Libanais pour la France, pour le président Macron, d'avoir organisé cette conférence internationale qui a rassemblé 70 pays, 15 organisations internationales. Et ça a fini par un succès à propos de l'aide humanitaire et pour tous les secteurs relatifs à cette situation de la guerre. Oui, la paix civile au Liban, ça a été toujours à l'épreuve. Parce que c'est une formule formée qui est basé essentiellement d'un consensus entre les communautés libanaises. Comme vous le savez, le Liban est formé de 18 communautés religieuses. Alors, ce qui fait qu'il y a un défi quotidien de garder cette sérénité entre les communautés et d'essayer de transcender les sensibilités qui résultent de cette vie en commun. La paix civile se base essentiellement sur une décision politique. Si la classe politique ne veut pas une guerre civile au Liban, il ne va pas y avoir de guerre civile. Mais parfois, et l'histoire nous a montré qu'il y a intérêt, parfois, par le biais des ingérences extérieures, par le biais des intérêts particuliers ou politiques ou confessionnels, on est mené à une guerre civile. Cette fois-ci, l'agression israélienne, certainement, a des répercussions sur la cohésion sociale des Libanais. Parce qu'il y a eu les déplacements, et on aura l'occasion, si vous voulez, de parler de cet exode qui a été obligés de quitter leurs terres, leurs villages et leurs maisons et de venir dans des régions pour se déplacer. Ce sont de nouvelles régions
qu'ils n'ont jamais visité peut-être auparavant. On va effectivement en parler. Vous vous félicitiez en début de réponse de la somme qui a pu être mobilisée à l'issue de cette conférence internationale de soutien au Liban. On parle d'1 milliard de dollars de promesses de dons. Sur ce milliard, 800 millions de dollars seront alloués à l'aide humanitaire, 200 autres millions à l'armée libanaise. Sur ces 800 millions de dollars d'aide humanitaire, quelle part doit, selon vous, aller au secteur de l'éducation ? Oui, d'abord, je dois dire que cet argent, il ne faut pas commencer à spéculer. Cet argent va une fois collecté, va directement aux organisations internationales, c'est-à-dire aux institutions onusiennes qui vont les dépenser dans les secteurs, surtout d'aide humanitaire, de la santé, et il y a une partie pour l'éducation. Ça veut dire très concrètement que cet argent ne passera pas entre les mains du gouvernement, de la classe politique libanaise qui est régulièrement accusée de corruption. Il faut dire ça. Parce que les gens vont commencer à spéculer que cet argent va être évaporé comme d'autres argents et d'autres aides qui ont été données au Liban. Non, cet argent va être acheminé à des institutions internationales, surtout onusiennes, et aussi à des NGO, des organisations non gouvernementales qui vont dépenser dans un certain nombre de secteurs au Liban. Alors la part de l'éducation, le président Macron l'a mentionné dans son discours, d'être à côté du secteur de l'éducation. Il a parlé qu'il ne faut jamais tolérer la perte d'une année scolaire et pour les bacheliers, d'assurer que les bacheliers vont présenter leurs examens et que la France va être aux côtés des Libanais. J'ai réagi tout de suite, et je vous dis ça, j'ai réagi tout de suite par une initiative de notre Premier ministre, M. Najib Mikati, et je me suis adressé au président Macron, je lui ai présenté le plan d'émergence qu'on a préparé nous-mêmes et qui couvre tous les secteurs et toutes les composantes du secteur de l'éducation. Et il a chargé son conseiller, M. Emmanuel Bon, qui est venu me voir et on en a parlé à ce propos pour faire la suite de cette motion dans le discours du président. Cette conférence de Paris a donc permis des avancées, en tout cas sur le plan humanitaire, mais pas sur le plan politique ou diplomatique. Israël et le Hezbollah poursuivent aujourd'hui encore leurs affrontements. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'armée israélienne pénètre sur le territoire libanais. Pour y combattre ses ennemis, elle l'a fait à plusieurs reprises ces 50 dernières années. C'est le focus d'International. Il est signé Fanny Noiro-Cabré. Mercredi 23 octobre, nouveaux bombardements israéliens dans la banlieue de Beyrouth. Des scènes qui se répètent depuis un mois et le début de l'offensive israélienne au Liban. Des scènes qui se répètent aussi dans l'histoire des deux pays. Ces 50 dernières années, l'armée israélienne a envahi et occupé à plusieurs reprises le Liban. 1978, opération Litanie. Israël déploie des troupes dans le but de protéger sa frontière des incursions de combattants palestiniens réfugiés au Liban. Une opération condamnée par l'ONU. Israël doit se retirer, mais maintient sa présence sur une bande de 10 km au sud du pays. 1982, opération Paix en Galilée. Ariel Sharon, alors ministre israélien de la Défense, veut déloger définitivement l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, avec à sa tête Yasser Arafat, qui se sert du Liban comme base arrière. 60 000 soldats israéliens envahissent le pays et remontent en direction de Beyrouth. Les combats font rage dans la capitale libanaise, qui devient un champ de bataille. Les dirigeants palestiniens sont contraints de quitter le pays. Ne vous inquiétez pas, nous continuerons notre lutte, où que nous serons. Quelques jours plus tard, le président libanais Bachir Gemayel est assassiné.
Les milices chrétiennes libanaises alliées à Israël se vengent de la mort de leur leader en massacrant plusieurs centaines de Palestiniens au camp de Sabra et Shatila sous le regard de l'armée israélienne. L'OLP parti apparaît alors le Hezbollah, soutenu par la toute jeune République islamique d'Iran. Il se présente comme un mouvement politico-religieux de résistance avec pour ennemi numéro 1 Israël. L'armée israélienne se retire du centre du Liban en 1985, mais gardera le contrôle d'une zone tampon le long de la frontière. Et ce, jusqu'en 2000. La gauche israélienne, revenue un an plus tôt au pouvoir avec le Premier ministre Ehud Barak, décide de retirer définitivement ses militaires du territoire libanais, offrant une victoire symbolique au Hezbollah. Mais à peine 6 ans plus tard, en 2006, nouveau conflit, c'est la guerre des 33 jours. En représailles à une attaque et l'enlèvement de 2 soldats israéliens par le Hezbollah, Israël lance une offensive de grande ampleur sur le territoire libanais. Elle se solde par une résolution de l'ONU. La guerre de 2006 fera 1 millier de morts côté libanais. Depuis le 23 septembre, les frappes israéliennes sur le Liban ont tué au moins 1500 personnes, selon des bilans officiels. Abbas Alabi, vous êtes né en 1948, vous avez donc connu toutes ces guerres. Comment est-ce que vous les vivez? Je n'ai connu que des guerres, quelle empreinte, malheureusement. Justement, ces guerres ont laissé en vous? Il y a eu d'abord... En 1956, l'agression tripartite contre l'Égypte, qui a impliqué aussi une grande tension au Liban entre la politique nassérienne d'une part et la politique du pacte de Bagdad de l'autre. On a eu à 1958 les événements, une petite guerre civile au Liban, qui a dénoué par la présidence de Fouad Chehab. On a eu en 67 la guerre de 6 jours entre les Arabes et Israël. On a eu en 69 les manifestations au Liban pour l'acceptation, pour obliger le gouvernement libanais d'accepter la présence armée des Palestiniens au Liban. On a eu 73, on a eu 75, qui a fini en 90 avec la convention de Taïf. Et dès lors, en 93, en 96, 96. Ça fait effectivement et de nombreuses guerres. 1982. Tout ça, c'est une suite d'agressions israéliennes sur le Liban. Mais comment est-ce que vous, personnellement, vous vivez justement ces épisodes de guerre? On est habitué. Je vous dis franchement, j'ai mes enfants qui ne sont pas habitués, qui me disent je ne vais pas rester ici, je vais rester ailleurs parce que je ne peux pas supporter une situation pareille. Et ils me posent toujours la question, comment vous pouvez supporter tout ça? On est habitué, la majorité des Libanais sont là. Mais, attention, la nouvelle génération quitte le Liban à cause de ça. Et ça, c'est la grande perte pour le Liban. Un Liban sans sa jeunesse perd tout l'espoir pour la reconstruction, pour son futur et son avenir. Et c'est pour cela, ça fait vraiment... À l'heure actuelle, par exemple, on a eu une année. On était habitué à un moment donné qu'il va y avoir ces petites agressions israéliennes dans une zone limitée au sud du Liban. Et par exemple, on a fermé les écoles là-bas, mais on a réussi à dispenser l'apprentissage pour les élèves en ligne et on a pu les faire participer aux examens officiels. Mais lorsqu'il y a eu cette grande envergure de guerre, on ne sait pas où est la sécurité, quelle zone est sécuritaire, quelle zone où il ne va pas y avoir d'agression. C'est tout le pays
et surtout à cause des déplacés, est en état de guerre à l'heure actuelle. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit vouloir libérer le Liban de la terreur du Hezbollah et de l'Iran. Comment est-ce que vous accueillez cet argument? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre aujourd'hui? Il ne libère pas le Liban par sa guerre contre Hezbollah, parce qu'il mène une guerre contre le Liban. Et il y a une grande différence entre les deux. Et c'est pour cela que les Libanais sont solidaires à l'heure actuelle. Tant qu'il y a la guerre, on ne peut qu'être solidaires entre nous-mêmes. Peut-être le calcul politique, ça vient après la guerre. Mais en temps de guerre, on doit être tous solidaires pour défendre notre pays. Vous-même, en septembre, dès le lendemain des attaques au Beeper qui n'ont pas été officiellement revendiquées par Israël, attaques qui ont fait, je le rappelle, 37 morts et plus de 2900 blessés, vous avez annoncé la fermeture des écoles, des instituts techniques, de l'université libanaise et des institutions d'enseignement supérieur privées. C'était une mesure de sécurité ou c'était un acte de protestation de votre part? Oui, d'abord, c'était au début de l'année scolaire. Je me suis permis de reporter un peu le début de cette année scolaire et universitaire. Mais à l'heure actuelle, je ne peux plus. Et c'est pour cela que j'ai laissé, par exemple... Par mesure de sécurité ou par C'était par sécurité et parce qu'on ne sait pas combien cette guerre va être très large ou bien une guerre limitée à une zone déterminée. Et on a découvert qu'il y a une guerre qui est contre tous les Libanais et c'est pour cela qu'on a décidé, pour ne pas perdre l'année scolaire et l'année universitaire, on a commencé dans un certain nombre d'écoles privées. À l'heure actuelle, en 4 novembre, ça va débuter aussi l'année scolaire pour les écoles publiques. Et l'université libanaise va commencer le 28 octobre. Alors effectivement, cette guerre, elle déstabilise aujourd'hui l'essentiel, l'ensemble du système éducatif libanais. Vous l'avez dit, la rentrée scolaire a été officiellement repoussée au 4 novembre pour tous les écoliers et écolières du secteur public. En attendant, vous allez le voir sur ces images, les écoles sont réquisitionnées pour héberger des déplacés. Regardons ces images de France Télévisions. Nous sommes à l'école de Mania. Ici, c'était une école maternelle et il y a quelques jours, avec le directeur, nous avons décidé de l'ouvrir aux réfugiés. Là, on est dans le hall, c'est là qu'on recevait les enfants de 3 à 5 ans. Ils jouaient juste là. Et du jour au lendemain, tout a changé. On a réussi à accueillir à peu près 200 personnes. Est-ce qu'il y a des vêtements pour enfants? Je cherche des habits chauds pour mon fils, pour l'hiver. Moi, j'habitais dans le sud de Beyrouth. J'ai fui avec mes enfants à cause des bombardements. Et on est venu se réfugier dans cette école. Monsieur le ministre, tous les écoliers du secteur public pourront-ils vraiment faire leur rentrée scolaire le 4 novembre, dans moins de 10 jours? Écoutez, le paysage n'est pas si simple. On a presque 600 écoles publiques à l'heure actuelle qui abritent les déplacés du sud du Liban. On a presque 60 écoles techniques aussi comme abri. On a une vingtaine d'immeubles de l'université libanaise où il y a aussi des déplacés. Ce qui complique la situation, c'est qu'on n'a pas d'horizon jusqu'à maintenant quand ça va être l'issue de cette crise ou de cette guerre. Alors on ne peut pas attendre. Et c'est pour cela qu'on a fait un plan d'émergence, un plan d'urgence, et je l'ai avec moi pour le montrer ici. C'est Education Emergency Costed Response Plan. Alors peut-être que vous pouvez nous donner les 3 grands axes de ce plan? Oui.
D'abord, c'est un plan qui couvre tous les secteurs, c'est-à-dire les écoles publiques, les écoles techniques, l'enseignement supérieur, l'université libanaise et aussi le centre pédagogique de recherche libanais. On a fait ce plan pour permettre à tous les élèves du Liban de s'y intégrer. Comment? Il y a un certain nombre d'écoles publiques qui ne sont pas à l'heure actuelle comme refuge pour les déplacés. Elles sont, je crois, assez peu nombreuses. Je voudrais quand même vous citer un chiffre, selon des données compilées par le journal libanais L'Orient le Jour, qui se base lui-même sur des données de l'Organisation mondiale de la santé et de l'OMS. 60% des écoles publiques sont aujourd'hui utilisées pour héberger les déplacés au Liban. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? 600. 600 et non pas 60%. Vous ne confirmez pas ce chiffre? 600. On a à l'heure actuelle des écoles qui ne sont pas comme abris. Mais elles sont minoritaires. Oui, on peut toujours faire de l'apprentissage des enfants dans ces écoles. On a aussi un plan pour l'éducation en ligne. On a pour l'éducation hybride entre les deux. Ce qui veut dire qu'on ne va pas rater l'année scolaire. Et c'est ce que M. Macron l'a mentionné dans son discours. Il ne faut pas laisser faire perdre les enfants du Liban de l'année scolaire cette année. Et c'est pour cela que je travaille avec mon équipe pour l'apprentissage de ces élèves avec un début de l'année scolaire le 4 novembre prochain. J'espère. Il y a quand même, Monsieur le Ministre, des questions très concrètes qui se posent. La première, c'est de savoir que va-t-il finalement advenir de tous ces déplacés dans les écoles qui sont aujourd'hui réquisitionnées si la rentrée, parce qu'on ne pourra pas faire rentrer tous les élèves du Liban, il faut quand même regarder la situation en face. Tous les élèves du Liban ne pourront pas, en tout cas pas en présentiel, faire leur rentrée le 4 novembre. Que faut-il faire avec ces déplacés? Est-ce qu'il faut les laisser dans les écoles au risque justement de retarder cette rentrée scolaire, ou est-ce qu'il faut les envoyer vers d'autres endroits? Est-ce que des solutions alternatives d'hébergement sont envisagées? Ça ne relève pas du ministère de l'Éducation. Non, mais votre ministère est directement concerné. Ça relève plus du Conseil des ministres de décider le sort de ces déplacés dans les écoles publiques. Pour nous, on fera de la sorte de préparer le terrain autant qu'on peut dispenser l'apprentissage pour les élèves, autant qu'on gagne et ne pas perdre cette année scolaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage et on va utiliser toutes ces méthodes pour combler la perte de cette année. Parmi ces méthodes d'apprentissage, vous citiez justement l'apprentissage en ligne, à distance, via les outils numériques. Je vous propose qu'on écoute à présent ces deux mères de famille. Vous allez voir, c'est une solution qui les inquiète justement concernant ce recours à l'enseignement à distance. On écoute et on commente juste après. Pour la situation actuelle du pays, les plans du ministre de l'Éducation ne sont pas bien étudiés. Il traite la guerre comme si nous étions confrontés au Covid, alors que c'est totalement différent. Il n'est pas logique d'imposer un huis clos aux élèves et de les garder avec les mêmes personnes dans la même pièce à la maison, et il n'est pas logique qu'ils apprennent uniquement par le biais d'un écran. Dans une telle situation, aucune mère ne peut mettre son fils en danger et l'envoyer à l'école. De même, en ce qui concerne l'apprentissage en ligne, toutes les familles n'ont pas la possibilité de recharger les forfaits Internet appropriés. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le Ministre, à ces deux mères de famille? Je réponds qu'on a fait tous les contacts nécessaires pour assurer à tous les élèves à la fois l'Internet gratuit et les instruments techniques aussi gratuits. C'est pour cela... C'est-à-dire Internet gratuit? C'est-à-dire que le gouvernement couvre les frais de l'utilisation du réseau. Mais ça ne résout pas les problèmes liés à la lenteur du réseau, aux coupures électriques. Oui, il y a trois choses. D'abord, la formation des professeurs.
ensuite les instruments techniques, enfin il y a le réseau. Ce qui fait que notre plan couvre ces 3 volets qui nous permettent de faciliter cette possibilité. Je vais vous donner quelques chiffres pour avoir une idée de l'ampleur de cette crise dans laquelle nous vivons. Il y a presque 400 000 élèves libanais, 110 000 élèves syriens, 35 000 élèves palestiniens et 80 000 étudiants de l'enseignement supérieur ont été déplacés. Toute cette population était obligée d'être déplacée. Il y a 45 000 enseignants qui ne sont plus en mesure d'assurer leurs fonctions. Et 50% des étudiants de l'université libanaise ont été déplacés. Plusieurs universités privées touchées par des bombardements ont fermé, affectant 52 000 élèves, étudiants. Ce qui veut dire que nous sommes devant, si on ne prend pas les mesures nécessaires pour faire intégrer toute cette population dans l'éducation, on va faire face à une crise humanitaire et éducative très grande. Notre plan couvre essentiellement 4 objectifs. D'abord, garantir l'accès à un apprentissage inclusif et de qualité pour tous. 2, fournir un soutien psychosocial et de bien-être. 3, renforcer les enseignants, piliers d'une éducation de qualité. Et 4, construire un système éducatif résilient et réactif aux crises. Ce sont les 3 objectifs dans lesquels notre plan tend à exécuter. Alors justement, à ce sujet, tout cela nous mène à la question de la mise à contribution des écoles privées. Mi-octobre, vous avez publié une circulaire stipulant que les écoles privées pouvaient commencer l'année en format présentiel, en ligne ou mixte, hybride, et selon, évidemment, disiez-vous, la situation sécuritaire et selon le souhait des parents d'élèves. Dans quelle proportion, selon vous, faut-il mettre à contribution ces écoles privées pour accueillir tous ces élèves qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de démarrer leur année scolaire? Non, les écoles privées forment un secteur à part. On ne peut pas faire le mixage entre le secteur privé et le secteur public. D'abord, le secteur privé a débuté en septembre. À un moment donné, on lui a demandé d'arrêter pour savoir comment ça va se mener cette situation. À l'heure actuelle, ils ont reparti. Et ce qui fait que ces écoles ils peuvent dispenser l'apprentissage ou bien en présentiel ou bien en ligne. Mais je leur ai obligé, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont quitté le Liban et ils veulent que les enfants suivent le cours en ligne. À un moment donné, les écoles privées ont arrêté en ligne et ils ont demandé à tous les parents que l'apprentissage va être seulement en présentiel. Et c'est pour cela que je les ai obligés à l'heure actuelle, jusqu'à les vacances de Noël, de continuer à dispenser les deux, c'est-à-dire en présentiel pour ceux qui veulent être présents dans les écoles, après avoir décidé que la situation leur permet d'aller à l'école, ou bien pour ceux qui ne veulent pas, vu la sécurité du pays, l'état de sécurité, ils peuvent suivre en ligne. Alors justement, je vous propose qu'on retrouve maintenant une enseignante, Rima Maraba. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous enseignez le français, vous êtes référente du cursus français dans un lycée privé de Tripoli, dans le nord du Liban. D'abord, quelle est la situation à Tripoli ?
Alors bonjour et merci de m'avoir accueilli. Donc je me trouve à Tripoli, une ville au nord du pays. Pour le moment, la situation est calme à Tripoli, si je puis dire. Tripoli est pour le moment à l'abri des attaques aériennes et des conflits, mais la situation peut basculer à n'importe quel moment et nous savons très bien qu'il s'agit d'une paix éphémère et fragile. Donc Tripoli, comme n'importe quelle région au Liban, elle accueille les personnes qui fuient les régions du sud et qui fuient Beyrouth aussi. Et cette population déplacée, elle est essentiellement accueillie dans les établissements scolaires privés qui sont devenus des centres d'accueil. Alors actuellement, Tripoli est une ville surpeuplée parce qu'en fait, il y a à l'origine donc la population tripolitaine et puis il y a la population qui s'est déplacée. Et évidemment, il ne faut pas oublier la communauté syrienne, c'est-à-dire les réfugiés syriens. Les cours ont pu reprendre dans votre lycée privé ? Alors, conformément aux décisions ministérielles, au début du conflit, nous avons fermé les portes de l'établissement, comme tous les établissements scolaires privés et publics. Après un certain moment, après quelques jours, nous avons décidé de mettre en place un enseignement à distance pour les classes de collège et de lycée. Et puis plus tard, nous avons décidé de réouvrir les portes de l'établissement, notamment à partir du 7 octobre. Et pour le moment, l'établissement travaille en présentiel pour toutes les classes. Je tiens quand même à préciser que nous avons une minorité d'élèves qui ont quitté le pays. Et pour ces élèves, nous avons mis en place un système de travail via Teams. Alors, ça leur permet de suivre les cours donc via Teams et de faire les évaluations aussi. Une dernière question pour vous. Justement, qu'est-ce qui a très concrètement changé, vous diriez, dans votre quotidien d'enseignante depuis le 23 septembre, début des bombardements israéliens sur le Liban ? Alors, notre vie a complètement chamboulé en fait. Et actuellement, il est vrai que nous travaillons en présentiel, mais nous travaillons au jour le jour. C'est-à-dire, dès que la journée se termine, on se dit, Dieu merci, on a fait notre journée de cours, mais on ne sait pas si ça va être le cas le lendemain. Donc, c'est vraiment une situation très, très instable, très complexe, très précaire. Et on se demande ce qui va se passer par la suite. Merci beaucoup pour votre témoignage, Rima Maraba, enseignante et référente du cursus français dans un lycée privé de Tripoli. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Peut-être une réaction je salue de votre part, Monsieur le ministre. Le dévouement des enseignants et des enseignantes qui insistent sur le fait d'accomplir leur mission pédagogique vis-à-vis des enfants du Liban. Un corps enseignant qui, on le précise, est quand même toujours dans une position assez précaire. Oui. Comme vous le savez, l'échelle des salaires au Liban ne vaut absolument presque rien. Et c'est pour cela qu'on essaye aussi de compenser cette lacune dans l'échelle des salaires par d'autres donations qu'on peut arranger avec le gouvernement libanais. C'est-à-dire d'autres donations ? Surtout pour les enseignants des écoles publiques. C'est-à-dire d'autres donations. Qu'est-ce qui est fait justement pour répondre à ces problèmes structurels qui persistent pour le corps enseignant libanais ? Vous savez, le Liban est connu par son système éducatif, c'est-à-dire il n'y a que ce capital humain au Liban qu'il faut garder à tout prix et qu'il faut défendre à tout prix. Et c'est pour cela dans l'inconscient et dans la conscience des gens au Liban, l'éducation est un facteur très important dans la constitution de l'avenir de chaque Libanais. Et c'est pour cela, une fois que septembre-octobre est arrivé, alors tout le monde voulait que les écoles commencent à l'enseignement. Et nous avons fait notre possible pour que les élèves
des écoles publiques et privées suivent une année scolaire normale cette année. Vous dites que le système éducatif libanais est un patrimoine précieux à préserver. Vous disiez cependant en août que le budget de l'éducation au Liban a dégringolé. Il est passé d'1,3 milliard de dollars en 2018 à 335 millions en 2024. Comment est-ce que vous expliquez cette dégringolade ? C'est parce que le budget de l'État était à un moment donné dans les 10 et 15 milliards. À l'heure actuelle, tout le budget de l'État est de 2 milliards ou de 4 milliards. Et tout ça a eu des répercussions sur tous les secteurs au Liban. Moi-même, lorsque j'ai été en poste il y a 3 ans, c'était peut-être 4% de l'éducation, du budget national. À l'heure actuelle, on est arrivé à presque 10% de notre budget national, par le biais des avances qu'on a eues du gouvernement pour financer les primes de productivité pour les corps enseignants. Un mot pour rebondir sur ce que disait Rima Maraba, cet enseignant de Tripoli, qui évoquait le sort des écoliers syriens. On a assisté au Liban à une polémique fin septembre, justement, liée à la décision du gouvernement d'autoriser... Vous suivez l'actualité. On suit effectivement sur TV5 Monde l'actualité libanaise. Donc cette polémique liée à la décision du gouvernement libanais d'autoriser les Syriens résidant illégalement au Liban de s'inscrire dans les instituts et écoles techniques pour l'année académique 2024-2025. D'abord, pourquoi cette décision du gouvernement et surtout, est-ce que vous comprenez la polémique qui l'accompagne ? Oui, parce que ça fait presque plus que 10 ans que les réfugiés syriens sont au Liban. Et l'école publique rassemblait chaque année dans les 200 000 élèves syriens dont les frais sont couverts par les donateurs et surtout européens, c'est-à-dire l'Union européenne et l'Allemagne particulièrement. Ils financent et couvrent le coût de l'opération de cet enseignement pour les Syriens. Alors, à un moment donné, il y a eu, avec la situation qui sévit à l'heure actuelle au Liban, il y a eu un certain nombre de fractions politiques, de partis politiques qui ne veulent plus de la présence syrienne. Et ils ont dit, puisque la Syrie est calme, il faut assurer leur rentrée dans leur pays. Ce qui n'est pas le cas au niveau international, c'est-à-dire surtout vis-à-vis des Européens qui ne veulent pas, à l'heure actuelle, de traiter directement avec le régime de Damas, ce qui fait que les réfugiés syriens, ils couvrent toujours leur présence au Liban. Mais ça a fait une sensibilité très accrue entre les Libanais et le front. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le Syrien touche, par le biais des donateurs, de dollars américains chaque mois, alors que le Libanais, il y a eu dégringolade, si vous voulez, du niveau de vie des Libanais avec toute cette crise multidimensionnelle qu'on a eue au Liban et qui a eu des répercussions sur la vie de chaque Libanais. Il y a eu une sensibilité très accrue entre les deux populations. Ceux qui touchent de dollars américains par le biais des donateurs, ceux qui ne touchent pas, alors il y a eu ce problème. Et ceci, à un moment donné, la situation au Liban ne permet plus la présence de 2 millions de réfugiés qui n'ont pas de papiers légaux dans leur séjour au Liban. Et c'est pour cela que le gouvernement libanais a demandé que chacun qui a un papier de séjour légal au Liban, il peut rester, les autres ne doivent pas rester. Ce qui est normal dans notre pays ou dans tout autre pays, c'est très normal de demander à chaque
réfugié d'avoir des papiers légaux. Il y a cette dimension effectivement économique, sécuritaire aussi, mais aussi, il faut le dire, identitaire. Je voudrais vous citer ce que dit Samir Jaja, le chef des forces libanaises. Lui, il a dénoncé à propos de cette polémique une violation flagrante des lois et de la souveraineté libanaise. Et il dit que c'est une menace flagrante pour l'identité libanaise. Il y a selon lui une dimension identitaire dans ce problème. Comment est-ce qu'on dépasse justement cette peur d'une menace pour l'identité libanaise ? Vous qui avez travaillé sur ces questions. Essayez un peu de comprendre cette situation. Lorsque vous avez 25% de la population sont des étrangers, et presque encore plus, parce qu'on n'a pas de recensement très exact du nombre de Syriens qui se trouvent au Liban, du moment que sur les frontières entre le Liban et la Syrie, il y a des passages qui ne sont pas légaux. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le nombre exact des Syriens au Liban. Et c'est pour cela, avec toutes les sensibilités que j'ai mentionnées, il y a risque d'une confrontation entre les Libanais et les Syriens. Et c'est pour cela qu'il faut que la communauté internationale encourage les Syriens de rentrer chez eux, parce que l'économie libanaise, la vie sociale au Liban, la vie politique au Liban ne peut plus supporter leur présence tellement lourde au Liban. Le Liban accueille aussi de nombreux réfugiés palestiniens. Ils sont plus d'1,6 million dans des camps de réfugiés dans toute la région. Le Liban en accueille plusieurs centaines de milliers. Comment cette présence palestinienne est aujourd'hui vécue au Liban ? Aussi, on a le problème des réfugiés palestiniens au Liban. Ils sont au nombre entre 400 000 et 500 000. Et c'est pour cela que j'ai mentionné le nombre des élèves qui ont arrêté leur enseignement, 35 000, qui ont été aussi obligés de se déplacer. La présence syrienne de 2 millions, avec une présence palestinienne de 500 millions, fait presque 40 à 50% de la population libanaise. Ce qui fait que c'est une situation anormale qu'il faut toujours régler. Mais la présence palestinienne d'abord est très ancienne. Ensuite, c'est très compliqué de leur demander d'aller chez eux. Mais pour les Syriens, ils ont leur pays qui est sorti de la guerre et qui peuvent toujours rentrer dans leur pays calmement et pacifiquement. Justement, Monsieur le Ministre, vous avez occupé diverses fonctions au cours de votre carrière. Vous avez notamment été membre du Comité national pour le dialogue islamo-chrétien et vous avez cofondé le groupe arabo-islamo-chrétien pour le dialogue islamo-chrétien. Que vous ont enseigné ces expériences ? Puisqu'on parle de cohabitation des C'était la meilleure communautés. formation que j'ai eue dans ma vie. Parce que le contact avec l'autre différent vous apprend beaucoup. Et c'est une expérience très enrichissante au Liban, parce que, vu le Liban qui est formé, qui est divers, qui est formé d'un rassemblement de communautés, de cultures différentes, d'appartenances religieuses différentes, de styles de vie différents. Alors, c'était très enrichissant de naviguer parmi toutes ces contradictions qu'on a au Liban. Pourquoi faire ? Pour essayer d'unifier notre discours national et pour assurer qu'on vit convenablement et pacifiquement dans le respect de la différence, dans la reconnaissance de la différence et un respect mutuel entre tous les Libanais. Ceci m'a donné la possibilité et la chance de sortir un peu du cadre libanais et d'aller au cadre régional dans les pays arabes où les chrétiens et les musulmans sont les autochtones de ce pays, c'est-à-dire l'Égypte, le Soudan, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine et toute cette région au Moyen-Orient. Ceci, ça nous a aidé à former ce groupe arabe qui a fait et qui a publié un certain nombre d'ouvrages, notamment 2 documents qui sont
pour moi une étape historique. D'abord, le respect mutuel entre les religions et le pacte de vivre en commun dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient ou dans le monde arabe. C'était une expérience riche qui m'a aidé parce que ça vous donne un peu la façon de réfléchir, de penser, de traiter, de parler. Ça m'a donné une expérience très enrichissante et qui a permis, dans une certaine mesure, de naviguer dans toutes les contradictions dans le secteur de l'éducation au Liban et d'aboutir à un consensus, entre guillemets, un consensus sur la façon que je gère mon dossier de l'éducation. Votre propos est plutôt porteur d'espoir pour la région. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment réussir à réconcilier, alors peut-être pas tout de suite, mais dans un moyen ou long terme, les jeunesses israéliennes et palestiniennes, israéliennes et libanaises? Ça vous semble possible? Vous savez, ça c'est autre chose. D'abord, les Libanais reconnaissent la différence. Les Israéliens, je ne peux pas parler d'une façon générale, mais de par leur politique, ils ne reconnaissent pas la différence. Ils sont très idéologiques, très extrémistes. Et pourtant, le Libanais n'est ni idéologue, ni extrémiste. Parce que on vit dans une ambiance de diversité. Les Israéliens n'ont pas cette diversité. Ils sont uniques et ils ne voient qu'une part de la vérité et ils croient qu'ils accaparent la vérité. Tandis que pour les Libanais, on cherche la vérité dans l'opinion de l'autre. Et c'est pour cela, c'est la grande différence entre nous et les autres. Parce que on accepte cette différence et on cherche la vérité dans la conscience de l'autre. Tandis que eux, ils sont fermés et contrairement à ce que leur propagande dit au monde, qu'ils sont le seul pays au Moyen-Orient qui est démocratique. Non, pas du tout, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autre différent. Oui, tandis que nous, avec toutes nos misères, nous sommes plus démocrates que les autres. Et surtout que notre constitution est religieuse. C'est-à-dire, on respecte toutes les appartenances, toutes les religions, mais l'État est séculaire. Tandis que dans tout l'entourage, c'est religieux, fondement religieux. Il faut quand même rappeler, Monsieur le Ministre, que depuis un an, le nord de l'État israélien subit quasi quotidiennement des attaques et des jets de missiles, de roquettes, de projectiles divers de la part du Hezbollah libanais. Il y a aujourd'hui une crise des déplacés dans le nord d'Israël. On parle de plus de 60 000 personnes qui ont dû quitter leur logement. Notre gouvernement a pris la décision... Comment Israël peut se défendre de cette menace? Oui, c'est pour cela notre gouvernement a pris la décision de demander à la communauté internationale d'appliquer la résolution 1701 qui défend les civils de part et d'autre des frontières, mais qui aussi dresse une feuille de route pour l'application de cette décision, de cette résolution internationale qui, j'espère bien, met la paix dans cette région de tension. On précise que cette résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour nos téléspectateurs, elle a été adoptée en 2006 et effectivement, elle exige une cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Ni de la part d'Israël, ni de la part du Hezbollah. Mais justement, est-ce que l'État libanais n'a pas une responsabilité aussi dans cette situation? C'est pour cela l'État libanais, à ce moment-là, a décidé de demander l'application de cette résolution parce qu'il n'y a pas d'autre issue. La guerre ne mène à rien et ne va pas mener à grand-chose. Et celui qui croit qu'il va faire un succès
ou une victoire, il est vraiment illusionniste, parce qu'il n'y a que le compromis diplomatique, il n'y a que le compromis politique, il n'y a qu'une feuille de route politique, comme le gouvernement libanais l'a décidé dernièrement. D'abord l'application de la résolution 1701, ensuite l'envoi des troupes de l'armée libanaise pour contrôler la région, surtout au sud de Litanie, et troisièmement l'élection, c'est-à-dire un peu la réorganisation de nos institutions constitutionnelles par l'élection d'un président de la République. Alors je vous propose qu'on referme à présent cette émission en douceur et surtout en musique avec la chanteuse libanaise Hiba Tawadji. Elle était à Villers-Cotterêts en France le 4 octobre pour le sommet de la francophonie et elle a interprété la chanson Libéroute de Férouz en hommage au Liban. Écoutez. من قلبي سلام لبيروت وقبال للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم. Abbas Alabi, quels sont aujourd'hui vos espoirs pour votre pays, le Liban, et surtout pour sa jeunesse? Oui, vous savez, le Liban était un oasis au Moyen-Orient à un moment donné. Et dans l'imaginaire de tous les Arabes et de tous les Libanais, il y a un concept d'un Liban, malheureusement, à l'heure actuelle, n'existe plus. Parce qu'on a perdu beaucoup de valeurs, on a perdu beaucoup de chances et d'occasions, et tout a changé. Au début, c'était un oasis de liberté, un oasis de paix et de dialogue. À l'heure actuelle, tout le paysage est confondu, c'est-à-dire une guerre de la part des Israéliens. Il n'y a pas un consensus à l'heure actuelle du pacte social et du pacte politique entre les Libanais. Et il y a un dysfonctionnement des institutions constitutionnelles, c'est-à-dire un gouvernement en état d'expédition des affaires courantes, un parlement qui est paralysé, une vacance présidentielle, et qui dure depuis 2 ans. Et en plus, on a une crise multidimensionnelle, socio-économique, financière, monétaire. Tout ça fait un mélange de complications et de complexité. Il faut, à un moment donné, que les Libanais soient conscients de l'importance de leur pays, de cette idée libanaise qui a été formulée au XVIIe siècle, c'est-à-dire une société pluridimensionnelle, pluridisciplinaire, multiconfessionnelle, qui donne cette spécificité de Liban. Il faut que la jeunesse libanaise revienne au Liban à un moment donné pour reconstruire ce pays à la base de cette idée qui a été dans l'imaginaire des pères fondateurs du Liban, d'avoir un pays pacifique qui accepte le dialogue et surtout ouvert au monde extérieur. Merci beaucoup, Abbas Alabi, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Liban. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur TV5 Monde. International revient le week-end prochain.